Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. La carotte ou le bâton, le marché est toujours entre les mains des putschistes nigériens. Ce soir, la CEDEAO, l'Organisation des pays d'Afrique de l'Ouest, a créé la surprise hier en annonçant le déploiement d'une force d'attente en vue d'une éventuelle opération militaire. Mais dans le même temps, elle dit privilégier toujours le dialogue. Or, en 16 jours, la junte a refusé toutes les mains tendues. Elle retient toujours le président Bazoum dans des conditions inhumaines, dénonce ce soir l'ONU. Les putschistes qui viennent même de former un gouvernement. La tension s'accentue. Alors, que peut-il se passer désormais? L'opération militaire est-elle inévitable ou peut-on encore discuter? Et si oui, avec qui? Et puis pendant que les regards se tournent vers le Niger, les djihadistes ne risquent-ils pas de se repositionner? Enfin, une déstabilisation de la région ne pourrait-elle pas pousser de nouveaux civils sur les routes de l'exil, aggravant ainsi la crise migratoire et ses drames humains quotidiens? Niger, veillée d'armes au Sahel, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous ce soir, Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Je signale votre édito publié dans le quotidien Sahel, vent mauvais contre la France. Niagalé Bagayogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en relations internationales et présidente de l'African Security Sector Network. Seydi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel. Je cite le titre de votre livre, Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation. C'est chez Impact Éditions. Enfin, James André, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24. Bienvenue et merci à tous les quatre de participer à ce C'est dans l'air en direct. Hier après-midi, on apprenait en fin d'après-midi que la CEDEAO décidait donc de déployer cette force d'attente en vue d'une intervention militaire, alors que quelques heures avant, elle disait toujours privilégier le dialogue. On apprend ce soir que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest vont se réunir demain au Ghana pour voir comment on peut s'organiser. Est-ce que ça veut dire que la tension clairement s'accentue? Il est en train de se passer quelque chose? Oui, moi je pense qu'il est en train de se produire quelque chose en effet. Je trouve aussi que le communiqué d'hier est assez habile parce que, comme vous le dites, on manie à la fois l'option diplomatique, mais en l'assortissant d'une dissuasion, une sorte de dissuasion militaire. Et il me semble que le message s'adresse à plusieurs destinataires. Pas uniquement à la junte, bien sûr, pour lui montrer le sérieux de l'organisation, mais aussi à tous les détracteurs de la CEDEAO, qui sont extrêmement nombreux. Il faut savoir que cette organisation est devenue très impopulaire, à la fois pour ses décisions qui ont semblé trahir ses engagements en termes de respect de la démocratie et de sa promotion, avec l'avalisation des coups d'État civils, qu'on peut qualifier ainsi dans le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, avec des modifications constitutionnelles, dans son incapacité à mettre en place son agenda officiel qui était le passage d'une CEDEAO des peuples à des États à une CEDEAO des peuples, et surtout dans son inactivisme militaire. Donc c'est une façon de dire nous avons des moyens, nous ne sommes pas une organisation faible comme vous nous le dites, et je pense que ça vise aussi à cette crédibilisation de l'organisation. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à une intervention militaire assez rapide au vu de la réunion qui va se tenir par exemple demain au Ghana. Vous avez des informations? Alors, on a toujours des informations, mais elles sont contradictoires les unes entre les autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette menace d'usage de la force est relativement sérieuse, que différents scénarios sont envisagés, y compris une opération chirurgicale qui pourrait se produire grâce au soutien des partenaires étrangers notamment. On va développer ces différents scénarios tout à l'heure. D'abord, Yves, juste, on le disait, se déployer, c'est aussi de la dissuasion, avant même de penser encore à une intervention. Oui, je pense que toutes les options sont sur la table. Effectivement, la plus probable, c'est quand même que ça passe par la diplomatie et que la diplomatie ait encore des heures devant elle, si vous voulez. Parce que je vous laisse imaginer... Des heures, pas forcément des jours. Des heures et des jours, des jours et des heures. Vous savez, la dernière fois que la CEDEAO est intervenue dans un pays, c'était la Gambie, qui était un tout petit pays par rapport au Niger. Eh bien, elle a mis 7 semaines avant de se mobiliser. Donc, c'est quand même compliqué. Mais ce qu'il faut dire, surtout, c'est que les conséquences qu'aurait une intervention armée serait énorme et aurait un raisonnement qui ne serait pas uniquement local, mais qui serait international et qui bouleverserait aussi toute la géopolitique africaine, mais aussi mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme un type d'intervention? Une invasion? Mais une invasion, vous vous rendez compte? Les précédents ont montré que toute intervention militaire dans un pays étranger
a été généralement vouée à souvent des échecs, la plupart des échecs, la plupart du temps des échecs. Une opération, comme Niagalé l'a dit, une opération chirurgicale, mais il faut être hyper entraîné pour ça. Est-ce que la CEDEAO a les moyens de la faire? Peut-être si elle a des soutiens, mais si vous voulez bien, on y vient après sur les détails de ces Donc, scénarios. ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est d'abord la détermination, effectivement, ça c'est évident, des pays de la CEDEAO, des pays qui sont leaders de la CEDEAO, et notamment de certains présidents, comme le président ivoirien, qui veut surtout pas que ce qui se passe au Sahel se produise chez lui, et pareil d'ailleurs pour le président sénégalais Macky Sall, c'est exactement pareil. Et puis il y a aussi les forces, je dirais, exogènes, qui sont les Françaises et les Américains, et on peut dire qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et que les Français sont davantage, je dirais, en avant, veulent absolument que le Bazoum soit remis, le président Bazoum soit remis en place. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ça continue. Il y a déjà eu 4 avec celui-ci, 4 coups d'État ailleurs, c'est ça que dans 4 pays qui ont vu des putschs, et donc ils ne veulent surtout pas que la contagion, que l'effet domino se répande sur l'ensemble de la sous-région. Et ça, on l'a très bien vu dans les différentes réactions hier de Washington et de Paris, et on les découvrira tout à l'heure. Seydi Kaba, il y avait, je crois, un appel à manifester aujourd'hui au Niger, à l'appel de différents organismes, et notamment près de l'aéroport près duquel se trouvent les bases françaises. Est-ce qu'on a des informations là-dessus sur ces manifestations? Est-ce qu'elles ont eu lieu? Le contexte se prête à ce type de manifestation. On a pu le voir depuis l'arrivée de la junte, qu'il y a eu une manifestation organisée au stade de Niamey qui a réuni environ 30 000 personnes, même si ce n'est pas un indicateur suffisant sur la popularité de la junte. Du côté du pouvoir militaire qui s'est installé à Niamey le 26 juillet, il y a une volonté de montrer qu'on n'est pas seul, qu'on a la population et qu'il y a une sorte de consensus presque national contre l'intervention militaire dont on vient d'évoquer les désastres. Personne ne peut maîtriser les implications qu'une intervention pourrait avoir lieu. Mais comme on l'a dit en plantant le décor, il y a une difficulté pour la CEDEAO de ne rien faire. Si la CEDEAO ne faisait rien, après avoir échoué à imposer un rapport de force au Burkina, au Mali et en Guinée, aux différents pouvoirs militaires. Puisque lorsque vous regardez ces différentes transitions, à ce jour, on n'a même pas d'agenda de transition. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont prendre fin et il n'y a pas de contenu de ces transitions sur l'organisation des élections. On a pu le voir dans le cas précis du Mali. Le 18 juin, la junte a organisé un référendum qui n'a pas fait l'objet d'un consensus. Les différents groupes Touareg, les différentes forces politiques du pays n'ont pas adhéré à cette constitution, mais une consultation référendaire a été organisée. Donc pour la CEDEAO, il y a cet enjeu de crédibilité, de survie, mais il y a aussi le dilemme de ce que pourrait coûter une intervention. Parce que, comme vous avez dit, le contexte est particulier en Afrique de l'Ouest. Il y a déjà le défi sécuritaire immense auquel on n'est pas arrivé à faire face, puisqu'on constate qu'il y a une extension territoriale de la menace. Elle est partie du Mali, elle a gagné le Burkina. Aujourd'hui, elle descend au niveau des pays du Golfe du Guinée. Et c'est ce que l'on va voir tout à l'heure en détail. Et le Togo a été attaqué. Donc, c'est tout ça qui se joue et la complexité de l'intervention fait que la CEDEAO est face à un sacré dilemme. Et c'est pour ça qu'on va le décrypter ce soir avec attention. Je précise juste que les images de manifestations que vous avez vues étaient celles qui se sont déroulées cet après-midi et dans lesquelles on a aperçu à nouveau des slogans anti-français ou contre la CEDEAO. Un mot du président Mohamed Bazoum, qui est donc retenu et assigné à résidence depuis le 26 juillet et le putsch. Les nouvelles paraissent inquiétantes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et effectivement, ce qu'on entend, c'est que sa propre fille dit que, il y a des problèmes de manque de nourriture, il n'y a pas d'électricité. On sait qu'il n'est plus réellement en contact avec l'extérieur, parce que ce qui a été très étonnant quand même dans ce coup d'État, c'est que dans les premiers jours, il a pu communiquer avec l'extérieur, il a donné un éditorial au Washington Post, il était sur les réseaux sociaux, et puis bon, il y a eu un silence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a un peu toutes les organisations, que ce soit la CEDEAO, l'Union européenne, l'ONU, qui condamnent cette prise d'otage, et même maintenant l'Union africaine, ça c'était il y a quelques heures, qui a dit qu'ils étaient même inquiets de sa santé, de son état de santé. Et que c'est vrai, une question par rapport à la junte, c'est que c'est vrai que la junte aujourd'hui, le CEDEAO, c'est intéressant ce qu'ils ont fait hier. Ils ont envoyé 2 messages en fait. Le premier, c'est d'abord que ils étaient prêts à intervenir militairement, et ça, ils sont en train d'agir dessus, mais aussi qu'ils veulent négocier, ils veulent discuter, donc ils mettent la junte dans cette position d'être ceux qui refusent de parler. Or, combien de temps est-ce que c'est tenable en ayant en otage le président, sa femme, ses enfants, sans devenir, je dirais,
réellement, complètement, des personnes avec lesquelles on ne peut plus discuter. C'est-à-dire à quel moment on passe de l'autre côté et on passe diplomatiquement dans une zone où on est totalement isolé. Le président Bazoum qui est donc retenu dans des conditions difficiles, mais il aurait indiqué qu'il ne compte pas renoncer, pas plus que la junte militaire. Les putschistes ne courbent pas l'échine, refusent les médiations et tentent de s'organiser. Les derniers événements sont détaillés par Adrien Portron et Ilana Azenko. Ils arrivent ensemble au nouveau sommet extraordinaire sur le Niger, conscients de l'importance de leur future annonce. Les dirigeants africains, membres de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, ont tranché. Ils se sont mis d'accord pour une intervention militaire au Niger. Il est de notre devoir d'épuiser toutes les voies d'engagement pour assurer un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle au Niger. Le souhait d'un retour à l'ordre et d'une libération du président Bazoum, détenu avec sa famille depuis le coup d'État du 26 juillet. Mais alors, à quoi pourrait ressembler cette action militaire? Pour le moment, aucune date d'intervention n'a été communiquée, ni le nombre de soldats. Le Nigeria, le Bénin, le Sénégal et la Guinée-Bissau ont déclaré participer à cette opération spéciale. À leur côté, la Côte d'Ivoire annonce mettre à disposition entre 850 et 1100 hommes. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire. Le bloc ouest-africain montre les muscles, tout en affirmant préférer une résolution diplomatique et pacifique. Dans les rues de Niamey, les habitants retiennent leur souffle. Certains continuent d'affirmer leur soutien aux putschistes. En cas d'intervention militaire, ces hommes se disent prêts à se battre. On les attend de pied ferme. Je pense que c'est la dislocation de la CEDEAO. En tant que citoyens, ça fait quelques jours déjà que nous avons pris l'engagement de nous mobiliser, d'apporter notre pierre dans la stratégie nationale de défense. Nous allons continuer à maintenir cette pression. La junte militaire au pouvoir, elle, refuse toujours tout dialogue avec la CEDEAO et avance ses pions petit à petit. Nouvelle démonstration de leur détermination. Cette déclaration à la télévision d'État dans la nuit de mercredi à jeudi. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef du gouvernement, a signé ce jour un décret portant nomination des membres du gouvernement. Au total, 20 nouveaux ministres composent le gouvernement, dirigé par une figure civile. L'économiste Ali Mahaman Lamine Zen, qui endosse le costume de Premier ministre. Un nouveau pouvoir adoubé par certains pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis le coup d'État, le Mali et le Burkina Faso condamnent toute intervention de la CEDEAO, qu'ils apparentent à une déclaration de guerre. Dans un discours beaucoup moins martial, l'Algérie joue les équilibristes et tente de convaincre de la dangerosité d'une intervention militaire que soutient pourtant Washington. La CEDEAO, l'organisation qui rassemble les pays d'Afrique de l'Ouest, joue un rôle de premier plan en démontrant la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel et nous soutenons son leadership et son travail dans ce domaine. Plus discret, le Quai d'Orsay s'est fendu d'un simple communiqué pour soutenir le principe d'une intervention de la CEDEAO. La France, dont 1500 soldats, se trouve toujours au Niger. Niagalé Bagayoko, juste pour revenir un instant sur la situation de Mohamed Bazoum, ses conditions de détention ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au début, il appelait des chefs d'État, il a pu faire une tribune dans le Washington Post. Aujourd'hui, donc, on parle de ses conditions de détention inhumaines. La junte veut faire quoi? Vous le pousser à bout pour qu'il démissionne? Alors, il a manifestement été indiqué de manière assez claire par le général Barmou, qui a été désigné comme interlocuteur de l'émissaire du gouvernement américain, Madame Nuland, qu'ils étaient prêts à sacrifier la vie du président Bazoum. Mais je ne pense pas qu'ils aient intérêt à ça, parce que, pour le coup, c'est vraiment quelque chose... une opération militaire D'une part, mais surtout, ça retournerait l'opinion publique locale, nationale au Niger et régionale.
général, la force de toutes ces juntes qui sont arrivées au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, c'est qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. C'est la grande différence avec la situation du Soudan, par exemple, hein, où il y a une violence aveugle des différents militaires. Donc là, à mon avis, à tenter au jour du président, ce serait vraiment perdre leur carte maîtresse, hein, je pense. Oui, je pense que Niagalé a tout à fait raison. Ça, c'est tout à fait essentiel. Il faut voir qu'il n'y a pas eu une diffusion de sang, nulle part. À Bamako, il n'y a pas eu ça. Et c'est vrai que le président Bazoum, qui n'a absolument pas vu venir ce coup d'État parce qu'il était persuadé que, d'abord, il avait la légitimité populaire et qu'il a été soutenu par une partie de la classe politique, quand même, il faut le dire, et notamment par son prédécesseur, le président Issoufou. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé de façon très surprenante. Mais je dirais que le contexte général dans lequel tout ça s'inscrit est un contexte qui est très défavorable au régime en place et qui est très défavorable à la démocratie en Afrique. Pour dire la vérité, la démocratie en Afrique qui avait quand même un peu progressé ces dernières années, ces 2 dernières décennies, est en train de reculer de façon tout à fait sensible et évidente aujourd'hui. Alors, ce qui va être intéressant de savoir, c'est quels sont, en dehors de l'action menée par la CEDEAO, quels sont ceux qui peuvent intervenir pour essayer de régler le problème, si tant est que le problème puisse être réglé. Il ne faut pas oublier qu'il y a des chefs traditionnels aussi, qui sont... D'ailleurs, il y a un chef traditionnel nigérian qui est allé voir la junte cette semaine. Il y a aussi des chefs touaregs, et un chef touareg qui est actuellement d'ailleurs à Paris, à Gracie, qui est favorable au retour du président Bazoum à la présidence. Sauf que pour l'instant, ça n'avance pas et la bien sûr, mais attendez, il faut pas oublier une chose. On est sur un plateau de télévision, et si mes confrères africains le permettent, il ne faut pas oublier une chose. Nous, on a des montres en Afrique qui a le temps. Et ce qui est tout à fait important, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps, tout ça, cette négociation. Et avec la junte, il peut y avoir une négociation qui s'entame, qui commence et qui prenne beaucoup de temps. Mais manifestement, Sadi Kaba, il faut trouver des interlocuteurs et des médiateurs. Et ça manque pour l'instant. Tout à fait. Mais Yves a raison de rappeler que dernièrement, la junte a quand même fait un geste d'ouverture en recevant un émissaire, un chef traditionnel, Sanoussi, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, accompagné du sultan de Zander. Il les a reçus et c'était la première fois qu'il fait ce geste d'ouverture, puisqu'il n'a reçu ni la délégation de la CEDEAO qui était conduite par l'ancien chef de l'État du Nigeria, Boubacar Abdou Salami, ni l'émissaire du président Biden qui était venu, n'ont pu rencontrer le chef de la junte, ni même le président Bazoum. Donc en faisant ce geste d'ouverture, la junte a voulu montrer qu'elle était sensible, elle aussi, à certaines choses. Et je pense qu'il y a justement des leviers traditionnels, religieux, tout ça, qu'on peut actionner. Et à mon avis, ça n'est pas incompatible avec la démarche de la CEDEAO, parce que la CEDEAO maintient les 2 fers au feu. La possibilité de discuter avec la junte, mais la possibilité de passer à l'action militaire si ça ne réussit pas. Et ça, c'est important. L'autre élément qui est important aussi, aujourd'hui, qui peut peut-être accélérer le calendrier, y compris celui d'une intervention, c'est justement la dégradation des conditions de vie du président Bazoum. Et les conditions sont vraiment drastiques, moyenâgeuses et même catastrophiques. Il n'a plus d'électricité et il a même été rapporté que son enfant qui est en détention avec lui n'a pas pu avoir accès aux soins dont il avait besoin. Et ça peut peut-être, du point de vue de l'image de la junte, ça peut dégrader son image et ça peut accélérer le calendrier d'une intervention militaire. Alors à propos de cette intervention possible, concrètement, comment se déroulerait-elle cette intervention militaire de la CEDEAO? C'est une question SMS que l'on reçoit. James André.
C'est plusieurs possibilités. Non, mais c'est très difficile à dire. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'effectivement, cette force, elle est composée de qui finalement? Elle est composée de militaires des différentes forces armées des différents pays qui composent la CEDEAO. Donc c'est cette fameuse force ECOMOG, hein, c'est comme exactement. Ça alors, elle s'appelait ECOMOG. Elle a changé de nom. C'est donc cette force en attente. Cette force en attente, c'est le nom officiel. C'est le nom officiel. C'est ça qu'il faut comprendre et qui est compliqué. C'est pas une force qui est placée en attente. Elle n'est pas placée en attente, c'est son nom. Voilà. Elle s'appelle force en attente. Et donc il y a dans les différentes armées nationales des hommes qui font partie de cette force en attente, sur des sortes de réservistes qui donc là, hier, aujourd'hui sont appelés à effectivement se regrouper potentiellement et à partir de là... Se regrouper où ? Alors on ne sait pas pour l'instant. Alors très probablement à une Nigeria, des frontières. Alors ça sera très certainement au Nigeria, c'est très probable puisqu'il y a 1500 km de frontières communes et que le Nigeria sera sans doute le premier contributeur parce que c'est la plus grosse puissance de la sous-région économiquement et en matière de population et ils ont la plus grande armée. Donc très fort, très probablement au Nigeria, mais pour l'instant on n'a pas de détails. Alors on en aura peut-être plus demain puisque demain il y a cette réunion des états-majors qui est attendue et on verra ce qui pourra être fait. Et c'est pareil au niveau des chiffres, on n'en a pas réellement. On parle d'environ 2500 hommes, il y a d'autres sources qui parlent plutôt de 1500. La Côte d'Ivoire, non, a annoncé qu'elle mettrait à disposition 850 à 1100 personnes. Ça, effectivement, c'est prévu. Et juste une chose qui est intéressante aussi sur le sommet d'hier, c'est que tout le monde a vraiment eu à cœur de préciser qu'il s'agissait d'une force africaine financée par les Africains, avec des soldats africains. Et ça, quelque part, très clairement, c'est une façon pour la CEDEAO de se distancer, notamment des Occidentaux, et en particulier de la France, parce que souvent la CEDEAO est perçue par les opinions publiques dans la sous-région comme étant un outil, en fait, de la France. Un instrument. C'est un peu... Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est pour ça que quand on parle d'intervention de la France à l'intérieur, c'est pas évident à imaginer parce que ce serait casser cette image-là. C'est le problème d'ailleurs de la CEDEAO, c'est qu'elle est considérée, elle a déjà une légitimité au sein de la population, des populations qui est quand même très faible, comme l'a rappelé Niagalé tout à l'heure. Et puis vous avez raison, James, c'est son problème, c'est que elle est considérée comme le bras armé de la France, pour dire la vérité, par les opinions publiques. Alors, les opinions publiques, il faut faire très attention, parce que c'est difficile de parler d'une opinion publique dans les pays africains. Par exemple, au Niger, il y a des gens qui sont contre, il faut le rappeler, ça aussi, c'est pas tous les Nigériens qui sont favorables à ce coup d'État. Il y en a beaucoup qui sont très hostile à ça. C'est un phénomène très citadin. C'est à Niamey, c'est la question. Très citadin. C'était pareil à Bamako, c'était pareil à Ouaga, c'était pareil à Conakry. Donc les pro-putschistes se rassemblent surtout beaucoup dans les villes. Mais faut là-dessus, il faut insister là-dessus. C'est pas un mouvement populaire qui gagne toute la population. Et donc... Est-ce que c'est un mouvement qui est instrumentalisé ? Alors, non, vous avez un mouvement qui peut être instrumentalisé, mais il faut aussi relativiser ça. Alors, vous savez qu'il y a le problème Wagner et des Russes, où on dit que Wagner, c'est une machine à désinformation, Wagner, c'est une machine à instrumentalisation des opinions publiques. On l'a vu beaucoup en Centrafrique, on l'a vu au Soudan aussi, d'une certaine façon. On le voit aussi au Mali, mais il faut peut-être pas non plus exagérer ça, parce qu'il y a d'autres causes que Wagner. Il y a un passé colonial qui passe pas. Souvent, vous avez cette intervention en Libye en 2011 qui passe pas non plus et qui a quand même complètement, et ça c'est vrai, déstabilisé l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et puis vous avez des discours ici ou là qui sont des discours hyper maladroits et d'ailleurs très souvent condamnable. Le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007 qui dit que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, il faut quand même le trouver. Le discours à Ouagadougou, l'attitude du président Macron à Ouagadougou en 2017, juste après son élection, ça non plus, c'est pas tout à fait, ça n'a pas été digéré, si vous voulez. Donc il y a une multitude de causes qui conduisent à cela, qui conduisent à l'extrême finalement. Et Wagner, il ne faut pas non plus trop exagérer le rôle de Wagner là-dedans. Juste, on revient sur le type d'intervention militaire. Donc on a parlé de cette force d'attente et de son déploiement. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait aussi une opération éclair autour de la résidence de Mohamed Bazoum? C'est ce que je suggérais. Encore une fois, on ne peut pas savoir. Ce sont des plans militaires. On ne connaît pas les plans militaires d'une quelconque armée ou d'une quelconque En tout cas, y a-t-il les possibilités matérielles, militaires, techniques pour le réaliser? Au-delà,
La question est en effet celle de la situation du palais présidentiel qui est en centre-ville, contrairement à d'autres capitales. Par exemple, à Bamako, c'est sur une colline, à Dakar aussi, ça surplombe la mer. Non, là, on est vraiment au cœur de la ville, mais... On peut dire aussi quand même, et c'est dit qu'il connaît encore mieux que moi, que le palais est surtout entouré de bâtiments officiels, de ministères. Ce ne sont pas non plus des habitations. Pour moi, la grande question, c'est celle de la capacité réelle de mobilisation populaire dont dispose la junte. Certains vous expliqueront que les personnes que l'on a vues dans le stade, un grand nombre d'entre elles avaient été payées et que justement les sanctions financières qui arrivent aujourd'hui rendent plus difficile le fait de payer des manifestants. Moi, je pense qu'il y a quand même un fond très hostile à la présence étrangère, très hostile aussi aux partis au pouvoir, donc le PNDS. Il ne faut pas oublier que la capitale est à l'opposition. Ça explique aussi qu'il n'y ait pas eu de mobilisation forte en faveur du président Bazoum. Donc, pour moi, l'enjeu, vraiment, c'est d'éviter les dommages civils collatéraux, qu'il s'agisse bien entendu de la mort du président, mais aussi de morts parmi la population. Je terminerai juste en disant qu'il ne faut pas oublier que le Niger, c'est le pays où s'est produit le plus grave incident, qui a impliqué l'armée française lors du passage d'un convoi de l'opération Barkhane, avec des manifestants qui se sont pris violemment à ce convoi, qui a dû faire des tirs de sommation qui se sont soldés par 3 morts. Et ça aussi, ça reste dans la mémoire nationale et ça explique aussi l'hostilité vis-à-vis de la France. Sidi Kaba, il y a une crainte aujourd'hui à Niamey qui est cette opération éclair sur la résidence avec les dommages civils que cela peut entraîner. Depuis que, après le premier sommet extraordinaire, il a été annoncé la possibilité d'une opération, ça a commencé à avoir un impact sur la vie quotidienne. Les gens dorment la peur au ventre en se disant que l'opération peut intervenir à tout moment. Il y a aussi des mesures de précaution qui sont prises ici et là. Des gens s'approvisionnent, achètent de la nourriture, achètent stock de l'eau. Et il y a aussi... J'ai vu que les banques avaient mis des plafonds sur les retraits. Des plafonds de 200 000, 300 euros, l'équivalent de 300 euros par opération de retrait. Et donc tout ça implique que la menace d'une intervention est quand même très au sérieux. C'est la première fois, en tout cas, que le pays a fait face à son 5e coup d'État, mais c'est la première fois qu'on se retrouve dans un contexte avec une telle réaction. Et je pense que la nature du coup d'État aussi participe de cette situation exceptionnelle, puisque les 3 derniers coups d'État que le Niger a connus, en 1996, 1999 et 2010, c'était des coups d'État où l'armée s'est crue devoir intervenir pour dénouer de situations de blocage politique. Et là, on n'a pas de contexte du coup d'État, Yves l'a rappelé, on n'a pas vu venir le coup d'État, très sincèrement. Il faut être modeste et avoir l'humilité de dire que nul n'a vu venir le coup d'État parce qu'il n'y avait pas de situation de blocage politique. Au contraire, depuis 2 ans et demi, quand le président Bazoum est arrivé, ce qu'on appelle le Conseil national du dialogue politique, qui est une instance permanente, et ça c'est une originalité nigérienne, à côté de l'Assemblée nationale où les partis qui ont des députés débattent des questions nationales, il y a une instance qu'on appelle le Conseil national du dialogue politique qui réunit l'ensemble des partis politiques, y compris les partis qui n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Le Niger compte entre 160 et 180 partis, et tous les partis, on voit au chapitre, il y a des discussions qui se faisaient, et à côté de ça, la situation sécuritaire du Niger est beaucoup moins dégradée qu'au Mali et au Burkina. Donc, quand on met ces 2 facteurs-là, on ne voit pas, on n'a pas vu venir le coup d'État et aujourd'hui encore on spécule sur les raisons exactes de ce coup d'État. Et la population, retient son souffle en attendant une intervention. En tout cas, elle est préoccupée par le retour à une vie normale pour qu'elle puisse s'occuper des urgences qui sont des vraies urgences du pays. Alors, oui, je voudrais ajouter une information. Si, dans une intervention style Kolwezi ou, éclair, comme on dit, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le président Bazoum qui est en détention. Oui. Il y a eu 7 ou 8 ministres qui sont aussi retenus. Donc, et alors, ils sont tous dans un périmètre, réunis dans un périmètre. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi. C'est que le président Bazoum, c'est une chose, c'est très important, évidemment. Mais il y a sa famille. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont retenues aujourd'hui. La junte, en tout cas, elle, met en place, on l'a vu hier soir, son gouvernement.
et elle a mis en tant que Premier ministre un civil, ancien ministre des Finances, qui a aussi travaillé, je crois, au Gabon, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une manière aussi d'essayer de rassurer la région? C'est asseoir surtout c'est-à-dire c'est créer une image de normalité. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement majoritairement civil. Dedans, il y a 6 militaires. Il y a 6 militaires qui sont au poste régalien, évidemment. On va pas non plus. Mais bon, concrètement, l'idée, c'est de projeter cette image que on est en train de mettre en place un gouvernement, tout se passe bien et tout est parfaitement normal. Circulez, monsieur, dame. Et c'est vrai que ce qui va se passer là dans les jours qui viennent va être important aussi, parce qu'on l'a vu ailleurs. Je veux dire, j'ai même vu moi-même au Mali, c'est que les gens vont commencer aussi à s'inquiéter du prix des denrées, de l'accès aux médicaments, de la vie quotidienne, parce que ça, très rapidement, c'est les problèmes qui commencent à se poser quand vous avez les frontières fermées. Et vous parliez tout à l'heure de payer les manifestants, mais il n'y a pas que les manifestants. Il faut payer les soldes des soldats, il faut payer les fonctionnaires, il faut payer les profs, les policiers, etc., etc. Donc très vite, en fait, la junte va se trouver face à des problèmes tout simplement d'intendance. Et ces problèmes d'intendance-là, très rapidement, ça peut dégrader l'image de la junte. Avec une grande question, c'est que par exemple, au Mali, les gens disaient c'est de la faute de la CEDEAO, qui impose des sanctions pour la France, etc. Comment ça va tourner au Niger? Est-ce que les gens vont dire tiens, c'est la faute de la junte, ou est-ce qu'ils vont se dire que c'est de la faute de la communauté internationale qui impose des sanctions? Donc c'est toujours cette question qui se pose et cet équilibre. Donc en fonction de ça, ça peut basculer aussi d'un côté et de l'autre, parce qu'évidemment l'opinion publique est extrêmement importante. Et c'est vrai que vous disiez il y a la capitale, mais dans les provinces, ça va être des questions souvent beaucoup plus simples, on va dire, que le problème de la politique et de qui est au pouvoir, etc. Ça va être des contingences de tous les jours. Bien sûr. Est-ce que je mange? Surtout que ce sont des provinces qui sont déjà en proie aux attaques des djihadistes, qui sont vraiment exposées. Et merci pour la transition, parce que effectivement, une intervention militaire ferait beaucoup de perdants. En revanche, cette crise pourrait malheureusement profiter aux groupes djihadistes, et notamment l'un d'entre eux parmi les plus violents, c'est Boko Haram. Cette secte islamiste est le fléau du Nigeria, mais elle sème aussi la terreur au Niger. Juliette Perrault, Christophe Roquet. C'était en 2021. L'une des pires attaques djihadistes perpétrées sur le sol nigérien. À Bani Bangou, au sud-ouest du pays, 69 civils, membres d'une milice d'autodéfense, sont tués par un groupe terroriste en voulant défendre leur village. Ce chef religieux a survécu au massacre. Ce matin-là, nous avons pris le chemin d'Adabdab. Malheureusement, les djihadistes nous ont aperçus du haut d'une colline. Ils se sont précipités vers nous et ont ouvert le feu. Beaucoup de nos hommes sont morts. Ils nous terrorisent et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la paix ici à Bani Bangou? On voudrait vraiment comprendre. On nous tue encore et encore, on nous braque, on nous vole, on nous torture et on ne sait pas pourquoi. La peur au quotidien. Et pas vraiment de réponse pour lutter contre les groupes armés qui sévissent dans la zone. À l'époque, Mohamed Bazoum appelle la population à ne pas se faire justice elle-même. Je voudrais que vous comptiez sur nous. Je voudrais que vous comptiez sur l'armée du Niger, les forces armées nationales. Je voudrais que vous comptiez sur la gendarmerie nationale, sur la garde nationale, sur la police nationale. C'est leur travail d'assurer votre sécurité. Le président Bazoum, un espoir dans la lutte contre le djihadisme au Niger. Mais que peut vraiment faire l'État face à cet ennemi mouvant, mobile et désormais bien connu de tous, Boko Haram? Actif depuis plus de 10 ans dans la zone, ce groupe armé est animé par un idéal politique, celui d'une république islamique intégriste. Pour y arriver, un mode d'action, semer la terreur. Au Niger, le groupe terroriste est présent dans le sud du pays. Mais son influence s'étend bien au-delà, et notamment au Nigeria. C'est là-bas qu'en 2014, Boko Haram se fait connaître du monde entier, en enlevant 276 lycéennes à Chibok, dans l'est du pays. Le chef du groupe armé, Abubakar Sheko, annonce vouloir les vendre comme esclaves et les marier de force, pour les détourner de l'influence occidentale. J'ai retiré ces filles de l'éducation occidentale. Cette éducation doit cesser. Les filles, vous devez partir et vous marier. Certaines ont été libérées. Des dizaines n'ont toujours pas été retrouvées. 10 ans après cet épisode, bien d'autres enlèvements ont eu lieu. Bien d'autres massacres aussi. Il y a quelques mois encore, à une centaine de kilomètres de Chibok, 37 pêcheurs ont été tués par des combattants de Boko Haram. Nous sommes fatigués. Cette situation dure depuis plus de 10 ans maintenant.
Le gouvernement devrait soit éradiquer les djihadistes, soit appeler les parties concernées et négocier la paix avec eux. Au Niger, Mohamed Bazoum a fait du sujet une priorité, en déployant l'armée, la gendarmerie et la garde nationale pour reprendre du terrain. En 2022, un an après son arrivée au pouvoir, il estime même que les conditions de sécurité sont réunies pour organiser le retour de près de 40 000 citoyens dans leur village. Mais malgré ces avancées, la guerre contre Boko Haram semble loin d'être gagnée. Avec désormais une crainte, que le coup d'État au Niger redonne du souffle à l'organisation armée. Le président Bazoum lui-même s'est exprimé à ce sujet la semaine dernière, depuis son lieu de détention. Boko Haram et d'autres mouvements terroristes vont sans aucun doute tirer avantage de l'instabilité au Niger, utilisant notre pays comme un territoire relais pour attaquer des pays voisins et saper la paix, la sécurité et la liberté dans le monde. Une nouvelle donne qui préoccupe évidemment la région, qui profitait justement ces derniers mois d'un peu de répit, dû aux luttes intestines entre les différentes factions de Boko Haram. Et justement, question SMS de Catherine, qui compose Boko Haram? Combien sont-ils et que veulent-ils? James André? Boko Haram, effectivement, c'est une organisation islamiste dont l'objectif, on l'a dit, ça veut dire non à l'éducation occidentale. Et c'est une organisation qui, effectivement, est étendue autour du Niger, nord du Nigeria, et qui cherche à s'implanter et finalement, provoque une situation de terreur dans toute cette zone, avec, effectivement, on l'a vu, on se souvient des jeunes filles de Chibok, mais régulièrement, il y a des attaques dans tout le secteur pour asseoir son contrôle sur la zone. C'est ça, le but de Boko Haram, c'est de s'étendre, étendre son territoire. C'est le but de tous les groupes, parce qu'on parle beaucoup de Boko Haram, et comme l'a dit Mohamed Bazoum dans sa tribune, il y a Boko Haram, mais vous avez aussi Al-Qaïda, vous avez aussi les représentants d'Al-Qaïda, des représentants de l'État islamique, et toute une nébuleuse, si vous voulez, de sous-groupes, et qui mettent le pays en coupe réglée. Et le Niger, il faut le dire, pour être allé au Niger, vous ne pouvez pas vous promener au Niger, vous ne pouvez pas vous déplacer au Niger. Au Niger, vous êtes à Niamey et c'est tout, point barre. Et le reste, c'est très difficile et vous n'avez pas le droit d'y aller. Alors, Boko Haram... Pardon, Seydi Kaba, vous vouliez compléter? Non, c'est simplement pour dire que... Pour expliquer pourquoi on ne peut pas... Le Niger est dans une configuration sécuritaire un peu spécifique. D'abord, c'est le pays le plus vaste d'Afrique de l'Ouest, plus grand que le Mali, avec 1 267 000 km². Mais le défi sécuritaire se trouve à 3 frontières. La frontière sud-est avec Boko Haram que l'on vient de voir, la frontière nord-ouest avec le Mali et le Burkina, et la frontière nord avec la Libye, qui est un pays qui n'existe pas, et d'où les armes peuvent rentrer au Niger. Donc, il y a cette configuration qui fait que le Niger fait face à un défi sécuritaire qui n'a pas empêché pour autant qu'il affiche une certaine résilience, en tout cas plus de résilience que les 2 autres pays. Alors ce qu'il faut ajouter à cela, si vous voulez, c'est que, ce qu'il faut ajouter à ça, alors, Boko Haram évidemment, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut installer une espèce de califat dans cette région. Il y a un pays qui n'a pas été cité non plus, c'est le Cameroun, où Boko Haram est très présent. C'est donc le Cameroun qui est un État qui ressort de l'Afrique centrale. Et comme les autres groupes veulent essayer d'asseoir leur autorité. Mais se mêle à ça, pour ce qui est du Niger et pour ce qui est du Mali et du Burkina Faso, des bandes de coupeurs de route, ce que j'appellerais des bandes de coupeurs de route, qui sont là pour vous voler, pour vous rançonner, pour vous enlever, et tout ça se mélange en fait. Et s'ajoute à cela, donc vous avez la religion, vous avez la voie publique, si je puis dire, et s'ajoute à cela des revendications territoriales qui sont celles des Touaregs, dans le nord notamment du pays, qui sont extrêmement influents et puissants, et qui parfois pactisent justement avec ces groupes islamistes. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien le dire, mais c'est vrai que Boko Haram est un sujet, et c'est pour ça aussi probablement que le Nigeria veut regarde ça de très très près, parce que le Nigeria, lui, est très exposé à Boko Haram. Juste pour ajouter, pour compléter tout ce qui vient d'être dit, Boko Haram, il est important de dire que c'est un mouvement qui a connu différentes scissions. Il y en a une partie qui a adhéré à l'État islamique, et il y en a une autre qui était cette
filiale incarnée par Aboubacar Chikaou qu'on a vu, qui a été assassiné par l'autre faction affiliée à l'État islamique. Donc les dynamiques de conflit interne à cette nébuleuse djihadiste, c'est extrêmement important. Vous dites, c'est qu'il n'y a pas une espèce d'alliance des groupes djihadistes. Loin de là. Du tout. Il y a des luttes rivales. Et pour poursuivre, donc il y a, comme le disait très bien Sédic, ce front sur l'Est, mais ce ne sont pas du tout les mêmes groupes qui sont du côté ouest. Et la France est engagée pour combattre les groupes du côté ouest et pas du tout du côté de l'Est. Et vraiment pour terminer, pardon, sur ce point, par rapport à ce que vous disiez sur la préoccupation du Nigeria, il faut savoir qu'il y a une force interafricaine, la force multilatérale mixte, qui inclut le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, le Bénin et le Niger. Et c'est problématique aussi aujourd'hui de savoir que les frères d'armes nigériens sont aujourd'hui potentiellement les adversaires alors qu'ils combattent le groupe djihadiste issu de Boko Haram dans cette partie du pays. On comprend bien je crois que Niagalé a bien souligné le risque qu'il y a que ce contexte-là devienne une opportunité pour le groupe djihadiste. Et le président Bazoum en a parlé. Ça veut dire quoi? Que clairement, ils peuvent se repositionner, étendre leur influence? Absolument. À partir du moment... Déjà, ils sont dans une extension territoriale. C'est en train de descendre au Bénin, c'est en train de descendre au Togo. Et ce contexte-là... Avec quel objectif d'aller jusqu'au golfe de Guinée. Golfe de Guinée. Côte d'Ivoire compris. Côte d'Ivoire compris, tout le golfe de Guinée. Et pour eux, si jamais le contexte faisait que ces armées vont être mobilisées pour s'affronter, par exemple, si l'armée du Niger est mobilisée pour affronter la force de la CEDEAO, pendant ce temps, ce serait un contexte d'opportunité pour le groupe djihadiste pour gagner du terrain, avancer vers les territoires sur lesquels ils n'ont pas avancé. Et ce danger, ce risque justement d'extension des groupes djihadistes est conforté par la position du Burkina et du Burkina et du Mali, qui disent qu'en cas de conflit, ils vont se joindre aux forces nigériennes et pendant qu'ils vont partir là-bas, les groupes djihadistes vont profiter au Mali et au Burkina. On vient de le voir autour de Ménaka seulement il y a 2 jours. Les forces armées maliennes ont été attaquées. Ça veut dire que l'État islamique au Grand Sahara est très actif dans cette zone. Si jamais l'armée malienne partait, même déplacer ses effectifs pour aller au Niger, le territoire qui va être abandonné va être occupé par... Avec quelles conséquences, pardon, juste un instant, sur les civils en termes de déplacement de population et de morts, les chiffres sont pour les civils, c'est très dangereux. Mais ce que je voulais surtout aussi rajouter, c'est que le fait que ce coup d'État va aussi remettre en question la présence notamment des partenaires occidentaux dans la zone. Et ça, évidemment, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a un mois, le Mali a révoqué les casques bleus qui opéraient dans le pays au profit de Wagner. Donc on a en gros 12 000 casques bleus ou 16 000 casques bleus qui s'en vont du Mali, remplacés, enfin pas remplacés, mais en tout cas suppléés par 1000 mercenaires de Wagner. Si jamais, par exemple, les Américains, pour l'instant, n'ont pas reconnu qu'il s'agit d'un coup d'État, diplomatiquement, parce que s'ils le font, ils sont obligés de couper toute aide militaire, financière, etc., avec le Niger. Donc c'est pour l'instant, on reste dans cette espèce de flou artistique. Donc c'est pour ça que Anthony Blinken salue le travail de la CEDEAO, mais pas juste de son travail. Parce que Blinken ne veut pas casser la relation. S'il sort en disant c'est un coup d'État, nous le condamnons directement, c'est terminé. Ils sortent. Et il y a 1100 soldats. Et il y a aussi une base de renseignement dans le nord du pays qui est très importante pour surveiller ce qui se passe au niveau de la Libye. Ça, c'est quelque chose qui avait été rapporté par le New York Times. Et vous avez les 1500 hommes français. Si tout ce monde-là s'en va, c'est certes des hommes sur le terrain, mais ça veut dire plus de coopération en termes de renseignement satellitaire, surveillance aérienne. Ça veut dire que les groupes djihadistes se retrouvent face quand même à beaucoup moins de moyens, notamment technologiques, de détection. Ça va leur permettre de faire beaucoup de choses dans la zone. Pardon, mais ces derniers jours, il se passe, de toute façon, de fait, ils ne font plus rien. Ils sont dans leur base et, par exemple, les 1500... les Français, oui, bien sûr. Mais là, on est sur le point, je dirais, capital, pour ce qui est, en tous les cas, des... alors, il y a les populations locales, mais c'est là où les conséquences géopolitiques mondiales sont énormes. C'est-à-dire que si les djihadistes arrivent à balayer les régimes en place, qui sont des régimes de junte, et arrivent à s'étendre, y compris sur des pays comme la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Sénégal, et d'autres pays qui sont tous des pays quand même où les gouvernements sont très fragiles. Juste les gens en place combattent les djihadistes. Là aujourd'hui, quel rapport est entre les putschistes et les djihadistes au Niger?
Normalement, ils les combattent, mais ils ont des petits moyens, si vous voulez. C'est l'unité qui fait la force. Et puis mais le problème, c'est que si vous voulez, avec des gouvernements, c'est pour ça que M. Ouattara, M. Macky Sall, le président sénégalais, ont vraiment haussé le ton hier et sont assez très inquiets. C'est qu'ils ont peur d'être emportés par une vague qui, là, serait absolument terrible pour tout le monde. Hein. Et est-ce que ça pourrait accélérer justement cette question-là? C'est probablement ça qui peut intervenir. C'est ça qui pourrait la motiver beaucoup. Pardon. Allez-y, Niagali Bakaï. Ça pourrait effectivement motiver cette intervention, mais uniquement contre la junte. Là, il ne s'agit pas du tout d'intervenir contre ces groupes qui, effectivement, semblent appelés à continuer à prospérer. Parce que si, en effet, il n'y a pas de succès de l'armée malienne aujourd'hui et de ses partenaires de Wagner, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas non plus un succès incroyablement à saluer de la part des autres partenaires, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse des missions européennes. On voit qu'on est face à un ennemi qui est extrêmement difficile à contenir parce qu'il connaît particulièrement bien l'environnement local. Il n'y a personne aujourd'hui va arriver à... Je pense que... c'était juste le gros souci, c'est que vous avez c'est ce qui précipite aussi la chute de ces régimes, c'est-à-dire il y a une inefficacité perçue par la population des forces étrangères en présence, et vous avez les djihadistes eux-mêmes sont extrêmement compliqués à combattre, parce que si vous prenez le cas du Mali par exemple, il y a une véritable efficacité contre l'État islamique, parce que l'État islamique était souvent, je dirais, exogène, il venait de l'extérieur, donc on a pu les sortir. Si on prend AQMI en fait est endogène, c'est la population locale qui s'est radicalisée. Donc ce sont des gens qui, le lundi, sont djihadistes, le mardi sont paysans, le mercredi sont bergers, et donc tout cela est mêlé à la population. Il faut se souvenir qu'en plus, dans certains endroits, les djihadistes se sont un peu, substitués à l'État défaillant, c'est-à-dire que si vous allez dans certains coins, je me souviens en Mauritanie, on m'a expliqué qu'ils creusaient des puits, par exemple, pour la population, là où on ne leur creusait pas. Donc si vous voulez, il y a tout un travail qui est fait que c'est extrêmement difficile de les déloger. Mais si vous rajoutez à ça des juntes au pouvoir qui vont choisir des partenaires qui sont potentiellement la Russie, qui arrivent quand même avec des moyens qui sont bien moindres que ce que peut mettre la communauté internationale, vous multipliez le risque d'extension. C'est ça le problème. Tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai que la Russie, quand elle arrive, même Wagner, apporte une solution sécuritaire et militaire. Et toute l'erreur au Sahel a été de penser que le défi sécuritaire est militaire et sécuritaire. C'est-à-dire qu'en augmentant de drones, en multipliant les effectifs, on pensait pouvoir arriver à bout de ce défi sécuritaire. Or, concrètement, le défi sécuritaire au Sahel pose des questions du développement. Si les groupes djihadistes ont réussi à recruter des jeunes pour $50 ou 100 €, c'est parce que ces jeunes n'avaient pas du travail. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas... Et puis, à côté de ça, la question de la gouvernance. Les djihadistes ont trouvé des arguments en disant que c'est des gouvernements corrompus, ils ont volé tout votre argent. Par exemple, au Nigeria, dans le cas de Boko Haram, ils expliquaient aux populations que votre pays produit 2 millions de barils par jour. Si vous n'avez rien, c'est parce que c'est des élites corrompues qui sont au pouvoir, qui vous volent. Venez avec nous, on va changer de choses. Donc, ce type d'argument, si on n'intègre pas et qu'on ne construit pas une réponse holistique aux défis du développement, en associant le militaire, le sécuritaire, la gouvernance, tout cela, on passe à côté et on se retrouve avec un terreau favorable à la prospérité. On comprend que la réponse est globale. Et c'est le reproche qui a été fait au gouvernement de Mohamed Bazoum, où on a eu l'impression qu'à Issoufou, Bazoum, qu'il y avait une espèce de caste, d'une élite politique qui s'était installée et qui se faisait construire des villas sur le plateau à Niamey, et tout ça a attiré évidemment beaucoup de critiques et beaucoup de ressentiments. Derrière ce putsch au Niger se trouve aussi la question de la migration subsaharienne. Et Niamey joue un rôle pivot pour les Européens. On va en parler ensemble dans un instant. D'abord, ce constat, cet été est une nouvelle fois particulièrement meurtrier pour les migrants sur la route de l'Europe. L'attitude de la Libye et de la Tunisie sont notamment pointées du doigt après des drames humanitaires de ces dernières semaines. Aubery Perrault et Michel Bouilly. Leurs visages, leurs regards ont ému le monde entier. Fatih et Marie, une mère et sa fille camerounaise. Leurs corps sans vie ont été retrouvés dans le désert libyen mi-juillet, mortes de soif après plusieurs jours de marche. Le père, lui, s'en est sorti.
pouvais pas continuer. Je sentais que c'était fini pour moi. Dans ma tête, c'était que c'est la mort. J'ai demandé à ma femme de partir, de me laisser, d'essayer de sauver au moins l'enfant, de rattraper l'autre groupe. Si elle pouvait les rejoindre, et si Dieu veut, on va se retrouver en Libye. Pato ne retrouvera jamais sa femme et sa fille, avec qui il tentait de rallier la Tunisie. L'histoire tragique de migrants perdus dans l'enfer du désert libyen, comme tant d'autres cet été. 27 auraient déjà perdu la vie depuis début juillet, 70 sont portés disparus. Épuisés, assoiffés, à bout de souffle, ils sont repoussés par les autorités tunisiennes. Mon téléphone est en morceaux. Ils l'ont cassé puis ils m'ont envoyé dans le désert. J'ai marché dans le désert pendant 2 jours, sans nourriture et sans eau. Nombre d'entre eux arrivent de Sfax, point de passage vers l'Europe. Une ville en Tunisie où des tensions ont éclaté début juillet entre migrants et habitants. Depuis, les autorités repoussent les ressortissants subsahariens à la frontière avec la Libye. Des migrants bloqués entre les deux pays. S'il vous plaît, je supplie l'ONU de venir nous aider, de nous sortir d'ici, de venir nous sauver de cet endroit. Nous mourrons de minute en minute. L'ONU qui a appelé la Libye et la Tunisie à trouver une solution immédiate. Les deux pays se sont engagés hier à se répartir les migrants présents à la frontière. Énième tragédie sur cette route migratoire si dangereuse. Selon les Nations Unies, plus de 1800 personnes sont mortes cette année dans des naufrages en Méditerranée centrale, 2 fois plus que l'an dernier. En juin, sur les 750 personnes présentes sur ce bateau au large de la Grèce, près de 600 ont disparu, le pire bilan depuis 2016. Hier, 104 personnes se trouvaient au port de Kalamata. Il s'agissait uniquement de jeunes hommes et 30 personnes se sont rendues à l'hôpital pour y être soignées. Les secours auraient-ils pu arriver plus tôt? À qui la faute? À l'époque, le Premier ministre grec est pointé du doigt par la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Le naufrage du 14 juin n'est malheureusement pas un incident isolé. Je vous demande de faire en sorte que la Grèce respecte ses obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage. Grèce, Italie, 2 portes d'entrée vers une Europe qui peine à gérer les arrivées de population. Depuis début juin, les 27 planchent sur une réforme de la politique migratoire, où chaque pays s'engagerait à être solidaire avec ses voisins sur l'accueil de migrants. Tous ceux qui veulent relever les défis de la migration ne peuvent le faire qu'ensemble dans l'Union européenne. C'est la base sur laquelle on est d'accord. Toute tentation de laisser le problème à quelqu'un d'autre ou de le pointer du doigt est vouée à l'échec. L'Union sacrée, très vite ébranlée. La Pologne et la Hongrie refusent de signer l'accord. Viktor Orban dénonce un coup de force d'une Europe qui n'aurait rien appris de la crise migratoire de 2015. On a une question SMS. Y a-t-il actuellement beaucoup d'émigration depuis le Niger vers l'Europe? Non. Le Niger est un pays de transit. Les Nigériens partent principalement vers les pays côtiers, Abidjan, Cotonou, Lomé, et c'est une immigration saisonnière. Ils partent pendant la période où il n'y a pas d'activité champêtre et ils reviennent. Le Niger est plus un pays de transit qu'un pays d'émigration. Mais la crise là n'a pas entraîné de départ particulier? Non, d'abord c'est trop tôt pour le voir et puis c'est dit qu'elle dit l'essentiel, c'est-à-dire que c'est pas un pays, c'est pas comme d'autres pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ou qui eux voient des migrations importantes, mais pas du tout le Niger, enfin pas du tout, beaucoup moins que le Niger. Pourquoi, dit-on que le Niger étant pivot, est-il aussi important dans la politique migratoire de l'Europe? Alors tout d'abord, pour la raison qu'indique Cédric, c'est-à-dire que c'est un pays de transit. D'une manière générale, la crise sécuritaire sahélienne qui dure depuis 10 ans, contrairement aux projections sur lesquelles se fondent beaucoup de politiques européennes, n'a pas provoqué un afflux de réfugiés. Ils se sont plutôt déplacés soit à l'intérieur du pays, soit dans les pays voisins. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'un accord a été conclu entre l'État du Niger
Niger et l'Union européenne qui externalise la frontière de celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a une criminalisation, non pas des flux migratoires, mais de l'activité de passeurs sur le territoire du Niger. C'est un accord extrêmement important qui est dénoncé depuis des années par les organisations de la société civile nigérienne, qui font d'ailleurs des études extrêmement poussées de ce point de vue-là, et qui explique aussi en partie ce désamour vis-à-vis de l'Europe, mais qui crée aussi de fortes tensions avec les pays du Maghreb. C'est très intéressant le point que vous soulignez. Non seulement il y a eu cette rhétorique de la théorie du grand remplacement reprise en effet par le président tunisien, mais il y a aussi de fortes tensions entre l'Algérie, qui est accusée par le Niger de renvoyer, de laisser dans le désert des migrants, non pas nigériens, mais en provenance de tout le continent, même d'Éthiopie ou d'Érythrée. Voilà. Et puis, il y a l'effondrement de la Libye. Qui fait qu'évidemment, c'est simple, vous prenez une carte, on se rend compte que, parce que tout cela était en réalité fait en Libye avant, c'était sous le régime de Kadhafi qui effectivement faisait une sorte de contrôle de l'immigration pour le compte de l'Union européenne, qui effectivement, d'une manière générale, il y a une sorte de double discours avec d'un côté un côté accueil, mais de l'autre côté des mesures prises pour éviter qu'il puisse y avoir un afflux massif avec, je pense notamment, ça devait être il y a 2 ans, ils avaient déplacé les eaux internationales de la Libye pour que les opérations de recherche et de sauvetage soient dans les eaux libyennes et non pas dans les eaux européennes ou internationales, dans quel cas il y avait des obligations à remplir. Et c'est vrai que là, voilà, ça retombe sur, effectivement, le Niger, sachant que, évidemment, quand on prend la bande et qu'on se rend compte qu'il y a le Mali à côté, qu'il y a le Burkina, on se rend bien compte que en fait, c'est le dernier endroit où on peut finalement contrôler, éventuellement avec le Tchad. Mais c'est en cela, évidemment, que c'est stratégique et pivot. Et ce qu'il faut voir, c'est que tout ça est lié aussi au groupe djihadiste. C'est-à-dire qu'une des grosses activités aussi, c'est le trafic de migrants avec les pick-up qui traversent le désert. On n'évoquera jamais assez, et je pense que ça va être le rôle des historiens, ce que la chute de la Libye a provoqué comme séisme dans le continent africain et par définition sur toute une partie du monde. Pourquoi ? Parce que Kadhafi, tout ce qu'il était, c'est qu'effectivement il contrôlait d'une certaine façon pour l'Europe les mouvements migratoires. Et puis il faut dire que quand il y a eu la chute de Kadhafi, la Libye, qui était déjà pas un État, il y avait un chef de tribu avec un pays qu'il arrivait à tenir jusqu'à temps qu'il soit contesté, mais qui était un État hyper armé. Et c'est devenu une armurerie à ciel ouvert, dans laquelle tout le monde est venu se servir, les groupes djihadistes en premier, et les groupes indépendantistes d'ici et de là. Et c'est comme ça que tout est parti à volo. Il faut savoir aussi que Kadhafi était ami avec beaucoup de chefs d'État d'Afrique subsaharienne, avec Blaise Compaoré, qui a été balayé, avec beaucoup de chefs d'État qui, aujourd'hui, ont été balayés ou sont encore pour quelques-uns en poste. C'est ce que Yves rapidement, et ensuite on passe très important, parce que Kadhafi avait réussi, du fait de sa gestion du pays, à contenir la migration. Il y avait un espace qui faisait que souvent quand les subsahariens venaient en Libye, ils n'avaient plus envie de continuer. Parce qu'il y avait un environnement dans lequel ils pouvaient trouver leur compte. Depuis l'effondrement de la Libye, les subsahariens qui viennent ont pour ambition simplement de transiter. Et ça nous amène au type de drame qu'on a vu dans les éléments qui ont été diffusés, où des gens tentent d'embarquer et se retrouvent aujourd'hui ou à la frontière entre la Tunisie et la Libye, où les gens sont abandonnés. On va passer à vos questions SMS. Quelles sont les motivations des putschistes et pourquoi sont-ils soutenus par une partie de la population ? Alors, on a dit qu'on ne savait pas vraiment comment était né ce coup d'État. En tout cas, ils ont avancé des questions sécuritaires. Ils ont avancé pour le justifier. Sécuritaire, moi, je trouve que le premier discours du général Tiani est intéressant parce qu'il conteste point par point la stratégie qui a été retenue par le président Bazoum, qui était assez multidimensionnelle en réalité. C'est-à-dire que du côté de la région de Difa, du lac Tchad, donc, où on combat Boko Haram, il a fait une politique d'amnistie
de certains combattants. Il a développé, comme on le sait, les partenariats internationaux, principalement pour le combat avec la France. Mais il y a aussi des Allemands, des Italiens, des Belges, des forces spéciales. Bon, les Américains, on en a parlé, qui sont présents. Mais la Russie était l'un de ses principaux partenaires en matière de fourniture d'armement, tout comme la Turquie pour la fourniture de drones. Et dernier élément, il y a évidemment le dialogue qu'il a essayé d'engager avec certains groupes djihadistes. Et le discours du général Tiani conteste toutes ces options, notamment la coopération avec les partenaires occidentaux, et considère que c'est un échec et qu'il n'y a que les militaires qui peuvent y répondre. Il accuse aussi le régime de népotisme, d'affairisme. C'est une critique qu'on voit très classique. Attendez, juste James Sandré, allez-y. Non, mais sur les motivations, plus dans un second temps, une fois qu'on a pris le pouvoir, il faut bien réaliser que général putschiste qui rate son putsch, c'est généralement un endroit où on ne veut pas se retrouver quand on a pris ce genre de risque. C'est-à-dire qu'une fois que c'est engagé, si jamais il décide de quitter le pouvoir, le risque, ça va être de se retrouver à la CPI, en prison ou oui, c'est sûr. Alors, j'ajouterais quand même une qui est beaucoup plus terre-à-terre, qui est beaucoup moins de la haute politique, ce que vient de dire Niagalé, c'est quand même que le général putschiste, Tiani, était le chef de la garde nationale et que le président Bazoum voulait le limoger pour le remplacer. Après des années et des années de loyaux et services, il voulait le limoger. Et évidemment, ça, c'était quelque chose qui n'était pas accepté par le général. Donc vous voulez dire que c'est une vengeance personnelle? Probablement, ça a été le prétexte. Non, parce qu'après, il a fallu qu'il coagule quand même une partie de l'armée et tout ça. Ça s'est pas fait d'ailleurs Vous avez vu, ça a duré quand même 48 heures, hein, le coup d'État. Hein. Et donc, il a fallu que les contacts soient établis. Mais il faut... c'est une raison qui est aussi à évoquer. L'une des raisons. D'ailleurs, ce qui est le plus intéressant aussi dans sa situation personnelle, c'est qu'il est resté à ce poste pendant 13 ans. Ouais, c'est pas un poste qui lui revenait à vie quand même. Il a fait les 2 mandats du président Issoufou. Et quand le président Bazoum est arrivé, il l'a gardé à son poste au bout de 2 ans et demi. Il peut peut-être avoir eu la volonté de le remplacer, ce qui est tout à fait légitime puisqu'il est resté 13 ans à son poste. Ce n'est pas le premier coup d'État dans cette région de l'Afrique. Pourquoi celui-ci semble-t-il inquiéter plus que les autres ? James Sandré. Alors il inquiète plus que les autres tout simplement parce que, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est le coup d'État de trop. Mais c'est vrai qu'il inquiète. Pourquoi ? Parce que si vous prenez une carte, vous vous rendez compte que si vous partez de la Guinée et que vous allez jusqu'au Soudan, vous avez quand même quasiment une ceinture complète de pouvoir ou avec des problèmes de légitimité pour le moins et pour la plupart des putschs. Et vous avez un problème, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qui reste de cette architecture de sécurité aussi dans le Sahel. C'est-à-dire que si le Niger finalement tombe comme le Mali et devient un point noir et que toutes les forces, par exemple internationales, sont obligées de le quitter, eh bien il y aura un énorme angle mort sur le plan sécuritaire. Et évidemment, ce qui se joue, c'est la sécurité du Sahel, ce sont ces groupes djihadistes, c'est les problèmes de migration, c'est-à-dire que c'est la fin. C'est-à-dire que vous avez un État failli aujourd'hui, qui est la Libye, malheureusement, avec en dessous le Niger, qui s'y tombe complètement aux mains des putschistes et qu'il n'y a plus de relation avec la communauté internationale. Ça crée réellement un grand angle mort avec un risque énorme qui est que, tout simplement, les groupes djihadistes prolifèrent et que cela crée une zone, je dirais un sanctuaire d'où ils peuvent opérer sur toute la région. Donc le risque est très important. Et puis après, tout simplement pour tous les autres pouvoirs régionaux, ça veut dire qu'on peut faire un putsch et que ça marche. Donc ça veut dire que tous les soldats un peu ambitieux, tous les gradés un peu ambitieux de la région peuvent commencer à se dire, tiens, et si j'y allais ? Et j'ajoute une dernière chose, c'est évidemment la Russie avec Wagner. Pour l'instant, on dit que la junte aurait pris contact avec Wagner. Très clairement, Mme Muland, donc la représentante des États-Unis, a passé clairement le message, elle l'a dit. Là, les Russes sont présents au Niger. Wagner est présent au Niger ? Non, ce qu'on sait, c'est que la junte est allée rencontrer la junte malienne et que sans doute, ils ont rencontré Wagner à cette occasion. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Mme Muland, qui est donc la vice-secrétaire d'État américaine, a expliqué qu'elle avait très clairement fait savoir à la junte qu'elle ne voulait pas voir Wagner arriver dans le pays. Traduisez, s'ils viennent, on va être obligé de s'en aller. Donc ça, c'est un problème. Et puis tout simplement, c'est certain que les Russes, dont les Américains disent qu'ils ne sont pas à la manœuvre et qu'ils n'ont pas provoqué le coup d'État, sont certainement en embuscade pour en profiter. Bien sûr. À propos des Américains, justement, sont-ils mieux tolérés que les Français au Niger ? Ils ont une approche différente. Les Américains sont environ entre 800 et 1100. On a pu le savoir lorsque, en octobre 2017,
il y a eu une attaque contre une patrouille américano-nigérienne et au cours de laquelle 4 bérets verts américains des forces spéciales avaient été tués. Et le Congrès avait demandé une situation, on a pu savoir, les Américains ont une présence quasi discrète. Personne ne sait véritablement ce qu'ils font. On sait qu'ils ont une base à Agadez et une base de drones à Dirkou, plus proche de la frontière avec l'Algérie et la Libye, d'où ils surveillent ce qui s'y passe. Eux, leur stratégie est une stratégie totalement bilatérale. Ils forment les forces spéciales nigériennes, ils les entraînent, ils les équipent. Et à la différence de la France qui a construit des casernes qui sont visibles un peu partout dans le Sahel. Donc ils ont cette approche-là et du coup, comme ils ne parlent pas et on ne sait pas ce qu'ils font, les gens ne les embêtent pas. Eh oui, c'est ça. Et puis ils n'ont pas la même histoire non plus. Hein. Évidemment, évidemment. Mabel nous demande si Boko Haram s'est mélangé aux habitants du Niger, rendant son éradication plus difficile. Mais c'est ce qu'expliquait James André tout à l'heure. Il y a un ancrage avec des groupes djihadistes qui administrent la justice, qui administrent, qui prélèvent des taxes, qui administrent aussi la gestion de l'accès aux ressources, c'est-à-dire au pâturage et aux champs agricoles. Donc oui, ils sont très ancrés dans la population. C'est ce qui rend difficile la lutte contre 20 secondes pour répondre à une dernière question, Yves Créard. Une confrontation en Niger est de plus en plus probable. Si elle a lieu et que le conflit s'enlise, que feront les États-Unis et la France? Bonne chance pour répondre en 10 secondes. Alors ça va être très compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un embrasement général, que la France et les États-Unis ne s'en affranchiront pas, parce qu'ils ont des intérêts évidemment à défendre, et qu'il y a un pays dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est capital, c'est l'Algérie. Ouais. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. On va se retrouver demain en direct à 17h45 pour un nouveau C'est dans l'air. Très bonne soirée.